Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de parler de quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a étonné, qui m'a suffisamment indirectement choqué que j'ai décidé carrément de reprendre des vidéos alors que ça faisait quand même un certain moment que j'en avais pas refait et je me suis dit: «Il faut que j'en parle» parce que quand je l'ai appris, je me suis dit: «Mais c'est quand même fou» et en fait, ce qui me sidère, c'est pas tellement ce que l'on va voir donc spoiler alert, hein, le titre il est affiché donc oui, c'est les nombres du haut. C'est pas tellement les nombres duos qui m'ont, à proprement parler, qui me choquent, qui m'ont étonné et émerveillé. C'est plutôt, à quel point les mathématiques se foutent allègrement des règles. Mais vraiment, en fait, tu te dis, les mathématiques, c'est quelque chose de rationnel, c'est quelque chose, une science dure qui peut totalement s'expliquer, par, la logique et en fait, plus tu avances, plus tu te dis: «OK, et si je respecte pas cette règle, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, bah, tu arrives à trouver quelque chose qui est vérifiable, qui se matérialise par une réponse concrète, vérifiable et tu arrives à développer derrière tout autour des choses qui, vont ouvrir un nouveau pan d'éventualité, un nouveau pan des mathématiques et qui ont du coup des implémentations concrètes, notamment en informatique, alors que ça repose sur la transgression d'une règle logique et tu te dis: «Waouh!» Si là, déjà dans mon discours, si vous êtes un peu sur un processus un peu élevé en mathématiques, il y a quelque chose qui doit déjà vous parler et qui doit déjà résonner en vous. Je parle évidemment des nombres complexes. Pour ceux qui ne connaîtront pas forcément les nombres complexes, vous connaissez vos tables de multiplication. Est-ce que vous savez la table de vérité des signes d'une multiplication? Si vous multipliez un nombre positif avec un nombre positif, vous obtiendrez un nombre positif. Si vous multipliez un nombre négatif par un nombre négatif, vous obtiendrez un nombre positif. Si à l'inverse, 1 est négatif et 1 est positif, vous obtiendrez un nombre négatif. Ça, c'est démontrable, c'est vérifiable. C'est ce qu'on nous a appris. Et donc et donc, on se dit naturellement, bah, du coup, x au carré égale -1 n'a pas de solution, puisqu'il n'est matériellement pas possible, avec les nombres que je manipule, de se dire qu'une multiplication arrive à donner un résultat négatif. Cela n'a pas de sens logique. Et c'est là qu'arrivent les nombres complexes qui disent: «Cependant, eh bien oui, mais ça, cette table de vérité, elle est applicable sur les nombres que tu manipules, c'est-à-dire les nombres réels. Et si je manipule autre chose que des nombres réels, est-ce que du coup cette table, elle est plus forcément vraie? Et du coup, moi, je pourrais trouver des choses qui répondent à ça. Donc du coup, on n'a qu'à dire que, bah, je sais pas, I est solution de cette équation et puis basta. Voilà, je définis ça, voilà, je pose ça comme axiome. Je dis I, peu importe ce que c'est, en l'occurrence c'est pour imaginaire, I, c'est solution de cette équation. Voilà, je le dis, je pars de ce principe. OK, bon, heu, soit. Et puis, ben, on dit: «Allez hop, i au carré du coup, bah, c'est égal à -1» et tout le monde il est content. I, c'est un nombre imaginaire et maintenant, bah, on se dit que les nombres peuvent avoir une partie réelle et une partie imaginaire et puis c'est tout et puis on peut faire, voilà, des compositions avec, 3 plus 2i, 6 plus i. On peut même avoir des formes polaires avec 3 exponentielles de 3i pi sur 4. Derrière, on se dit: «Bah, là, si on pouvait représenter, on va dire, les nombres réels sur une timeline, sur une ligne, eh bien, on pourrait totalement représenter les i ici, non plus comme un abscisse, mais comme une ordonnée. Et du coup, ça nous ferait un graphe. Et du coup, la position en fait de ces nombres, ce sont des points sur ce graphe. Et on développe toute une théorie dessus en disant bah, on ne manipule plus des réels, on ne manipule plus les nombres qu'on a l'habitude, commun des mortels, d'utiliser, mais on utilise une extension de cela, quelque chose de plus. On se dit, bah tiens, il va y avoir une partie imaginaire, et j'ai décidé, en tout cas, on a posé cet axiome que i au carré est égal à -1. Et là, ça remet votre vie en question. Et ça vous ouvre quelque chose d'incroyable parce que les complexes nous ont énormément aidés sur des problèmes que jusqu'à maintenant on ne savait pas ou on n'avait pas les outils pour les résoudre. Parce que dès qu'on arrivait avec des puissances paires avec un nombre négatif, bah, on ne savait pas quoi faire, quoi. Alors que maintenant, on a eu des outils via les complexes, et même s'il y a une partie imaginaire, il y a toujours moyen, via les conjugués et autres, d'arriver à revenir dans le monde réel. OK, bah formidable.
et c'est incroyable. C'est, bravo les maths. Mais, pourquoi, i au carré égale -1? Bah, je veux dire, on pourrait faire d'autres choses, quoi. Et c'est exactement ce que s'est dit William Clifford. William Clifford, il a voulu un peu généraliser, tout ce qui était, l'algèbre, et notamment pour faire l'algèbre géométrique. L'algèbre géométrique, qui est une des particularités plus larges de ce qu'on appelle l'algèbre de Clifford, et qui se dit: «Bah, moi, je vais poser un autre axiome, j'ai envie de poser d'autres choses et moi, ce que je vais dire, c'est que je dis: "Bah, on va prendre une chose, on va prendre, epsilon au carré, c'est égal à 0". Bon, bah, epsilon au carré est égal à 0, ça, on sait résoudre dans notre, système. Il suffit qu'epsilon soit égal à 0 et effectivement, epsilon au carré, ça fait 0. Oui, mais non! Moi, je vais poser que epsilon au carré est égal à 0 et à la fois que epsilon n'est pas égal à 0. Ça n'a aucun sens, du coup. Bah si! Bah c'est la même chose que les nombres complexes. Moi je rajoute une partie qui s'appelle epsilon, qui est une unité duale, on va aussi l'appeler infinitésimale, et on se dit: «Bah voilà, maintenant les nombres duaux, eh bien ils ont une partie réelle et puis, bah, ils vont avoir une partie duale». Et cette partie duale, bah voilà, c'est, avec un epsilon et epsilon c'est différent de 0, c'est pas 0. Par contre, dès qu'il est au carré, c'est égal à 0. Et donc tu te dis: «Oui, bah oui, avec tes nombres réels, tu n'y arriveras pas, c'est pas censé». Mais considère que c'est une extension encore, des nombres réels. Voilà, j'ai appelé ça les nombres duaux et c'est pas plus déconnant que les nombres imaginaires et donc les nombres complexes. C'est pas plus déconnant. Et le pire du coup, bah, c'est qu'il a fait toute une logique derrière qui suit la même logique. Voilà, bah, là j'additionne 2 nombres duals, enfin 2 nombres duaux, pardon. Donc on a, 3 plus 2 epsilon, plus 7 plus 5 epsilon, et ben ça fait 10 plus 7 epsilon tout simplement. L'addition, elle reste la même, c'est juste que, bah, comme les i et comme, les parties réelles, on les rejoint ensemble. Et donc, bah, la multiplication exactement la même, c'est-à-dire qu'on va faire 3 fois 7, 21. Là, on va faire 3 fois 5, 15 epsilon. Là, on va faire 2 fois 7, 14 epsilon. Et là, on va faire tout simplement 2 fois 5 epsilon au carré, tout simplement. Sauf que epsilon au carré étant égal à 0, en fait, vous comprenez bien que c'est tout l'intérêt de ce principe, c'est qu'en fait, dès qu'epsilon va être à une puissance supérieure à 2, bah, naturellement, ça va être 0 puisque epsilon au carré est égal à 0. Par exemple, je fais epsilon puissance 3, bah, epsilon puissance 3, c'est epsilon puissance 2 fois epsilon. Et ben, sachant que epsilon au carré est égal à 0, le tout est forcément égal à 0. Donc en fait, il ne nous reste plus que 21 plus 29 epsilon. Bah, c'est pratique, hein, ces bêtises, hein, parce que du coup, dès qu'on a des choses avec des puissances, ça dégage. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Alors en l'occurrence, lui, rien à voir avec la choucroute de ce que je vais vous parler par la suite. Lui, à la base, c'était pour de la mécanique et notamment pour la cinématique. Donc la cinématique, hein, c'est pas les trucs que vous avez dans les jeux vidéo. La cinématique, c'est l'étude des mouvements, hein. Et en l'occurrence, on cherchait une manière «simple» entre guillemets de représenter les mouvements d'un objet en un seul élément. Et justement, bah, Clifford a inventé notamment les quaternions, duaux de Clifford qui ont permis de modéliser en une seule représentation la translation d'un objet ainsi que sa rotation, et ça en une seule expression. Et également, voilà, en physique, ça peut permettre aussi de décrire, c'est un des exemples les plus simples, en tout cas l'exemple non trivial de superespace. C'est mignon, mais je vais pas du tout rentrer dans le détail, déjà parce que je suis pas un expert forcément dans la mécanique et la cinématique, et puis parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Clifford, il a voulu faire ça pour ça, et c'était très bien. Mais nous, on est quand même une chaîne informatique quand même. Donc on va parler un petit peu intelligence artificielle et rétropropagation des centres de gradient. Lors de l'apprentissage d'une intelligence artificielle, notamment d'un réseau de neurones, nous fournissons une fonction de calcul de coût ou de score qui lui dit à quel point il a performé. Imaginons que je fais une IA de reconnaissance de lettres, je lui donne un texte avec, je sais pas moi, 1000 lettres, et soit je compte le nombre d'erreurs et je lui inflige une pénalité à un coût en disant chaque erreur, bah, ça te coûte tant de points. Donc le but, ça va être de minimiser ton nombre d'erreurs. Ou à l'inverse, là c'est une autre vision de l'avoir, c'est une fonction de score qui dit bah, à chaque fois que tu as bien reconnu la bonne lettre, bah, je te donne 10 points. Et puis bah, ton but, ça va être de maximiser, d'avoir le maximum de ce point possible.
Et ça va permettre à l'IA de se situer et de se dire, eh ben moi, mon objectif, ça va être de faire des changements. Je vais aller changer les poids de mes neurones, c'est faire de la rétropropagation. Et mon objectif, ça va être de minimiser le coût ou à l'inverse, de maximiser mon score. Et ça, on va l'utiliser en ajustant un paramètre. Ce paramètre-là, c'est un gradient. Alors, le gradient, c'est une généralisation de la dérivation. En fait, la dérivation est un gradient particulier, c'est un gradient sur une fonction à une seule variable. Dans le cas de l'intelligence artificielle, il peut y avoir bien plus qu'une variable. Donc, on va prendre l'exemple simple qui est la dérivation, c'est-à-dire un gradient d'une fonction à une seule variable. On va partir sur une seule variable, on va rester simple. Ici, je vais prendre une fonction. Cette fonction, c'est x au carré plus 5 tiers de x. Mon but, à mon IA, ça va être de vraiment aller au plus bas. C'est une fonction de coût ici. Donc son but va être d'aller au plus bas. Du coup, elle va se positionner. Aujourd'hui, je dis, moi, mon résultat, c'est 1. Du coup, aujourd'hui, j'arrive ici. Est-ce qu'il faut que j'aille plutôt vers la droite et donc que j'augmente? Ou est-ce qu'il faut plutôt que j'aille sur la gauche et donc que je diminue mon x? À nous qui voyons la courbe, bah, c'est trivial. Et évidemment qu'il faut qu'il aille à gauche. Hein. Sauf que lui, l'ordinateur, il fait pas de la reconnaissance de courbe. Lui, il va lui falloir un chiffre qui lui. Et ce chiffre-là, bah, ce que nous avons pensé, c'est tout simplement prendre la tangente en un point de la courbe et regarder le signe de cette tangente, ce qu'on appelle la pente, tout simplement. Ça va être la pente de ma courbe. Et cette pente-là, elle est représentée par la fameuse dérivée en un point de ma fonction. Ici, vous pouvez voir que ma dérivée, c'est 3,66666. Eh bien, que se passe-t-il si je bouge, par exemple, la pente de ma tangente et que je la passe ici? Je note ici que ma pente, elle est négative. C'est-à-dire que quand je suis dans ce cas-là, il faut plutôt que j'aille à droite pour minimiser ma fonction et que je n'aille pas à gauche. Et donc, en fait, l'idée de la fonction, ça va être de faire la dérivation en ce point-là, afin de calculer ici ce chiffre-là, et le signe de ce chiffre, est-ce qu'il va être supérieur ou égal à 0 ou est-ce qu'il va être inférieur ou égal à 0, va nous dire dans quelle direction il faut que je modifie mon paramètre. Est-ce qu'il faut que je l'augmente ou est-ce qu'il faut que je le diminue? Sachant que son but, évidemment, c'est d'arriver à ce point parfait. Alors, je ne pourrais pas le représenter ici parce que sur des mots, on n'avance que de 0,1 en 0,1. Mais voilà, c'est d'arriver ici au plat, quoi. Là, une fois que mon plat sera fait, sera plus bas. Ça veut dire que j'aurai ma fonction la plus optimisée possible. Derrière, eh bien, c'est très simple, ça utilise la règle suivante, c'est l'état de mon paramètre à un instant n, donc c'est x de n. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le soustraire avec une variable qu'on va appeler le taux d'apprentissage, et ici mon gradient, en n, évidemment. Et ça va me donner ma nouvelle valeur de ma variable. Prenons l'exemple très simple, un exemple encore même plus simple que celui que j'ai montré. Enfin, j'ai une fonction f de x qui est égale à x au carré. Bon, en l'occurrence, nous, on sait que f', en l'occurrence, la dérivée de f, c'est 2x. Bon. Je vais prendre un taux d'apprentissage qui est de 0,1. Eh bien, la première fois, imaginons que je suis en position où x0, c'est égal à 3. Bon. Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est je vais prendre 3 moins mon taux, donc 0,1, fois la dérivée, donc c'est 2 fois mon x c'est 3, je l'ai dit. Eh bien, du coup, ça va me faire 3 moins 0,6, donc je vais descendre à 2,4. Je vais me rapprocher du score le plus bas. Et je vais avancer comme ça progressivement. Je vais réajuster à chaque fois en prenant mon gradient pour me dire je vais essayer à chaque fois de minimiser ma fonction et de me rapprocher du point le plus bas. Et je vais avancer comme cela. Mais là, là c'est très bien. Je vous ai dit que la fonction f', donc la fonction dérivée de f, c'est 2x. Mais comment est-ce que l'ordi, lui, il le sait? Il y a un problème dans la fonction de la dérivée. Une dérivée sur un point se calcule de la manière suivante. C'est f' de x est égal à la limite de f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Et tout ça, c'est la limite quand h tend vers 0. Il y a deux problèmes. Tout d'abord, ici, je dois calculer 2 fois la fonction avec des paramètres différents. Là, j'ai fait x au carré. C'est simple, c'est rapide,
on a l'habitude. Dans les vraies intelligences artificielles, le calcul est un peu plus complexe que ça, hein. Le calcul de score, il est beaucoup, beaucoup plus costaud et donc beaucoup plus énergivore. Et donc faire 2 passes avec 2 arguments différents, c'est coûteux, vraiment coûteux. Autre point, tendre à l'infini, en l'occurrence tendre à l'infini vers 0, un ordi ne sait pas faire ça. Lui, il va lui falloir une valeur fixe, quoi qu'il arrive. Donc il va prendre quelque chose, un nombre arbitrairement petit, mais ça sera toujours une troncature, il y aura toujours une approximation. La précision avec les nombres de virgules flottants, c'est pas du tout quelque chose que l'ordinateur est très fort là-dessus. Et donc, du coup, on arriverait à avoir une dérivée, on arriverait à calculer, mais c'est pas performant et c'est pas précis. Voilà qui est embêtant. Quand c'est pour des petites intelligences artificielles pour nous, quand on veut discuter, bon, soit. Si c'est sur des calculs physiques, ou des calculs pour faire des trucs spatiaux ou autres, oui, parce que les dérivés, on les utilise pas uniquement pour les intelligences artificielles, hein, en physique et en astronomie, on les utilise aussi, hein. Donc pour aller dans l'espace, il y a des calculs qui sont faits, parfois la dérivée peut arriver. Si, même une différence à la 10 puissance moins 9, ah, ça peut faire une différence entre une fusée qui explose et une fusée qui explose pas. Donc, on n'aimerait pas que le calcul d'une dérivée ne soit pas précise, exacte, juste. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est là qu'on a découvert, on a redécouvert les nombres duaux. Parce qu'on a remarqué quelque chose d'assez fou. Prenons la fonction f de x qui est égale à x puissance n. Supposons que l'on va vouloir calculer cette fois un nombre dual. Ça veut dire que du coup, en paramètre, on va avoir f de x plus epsilon. Et bien du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x plus epsilon, c'est égal à x plus epsilon, le tout puissance n. Et si j'applique le binôme de Newton, ça va me donner x puissance n plus n de x puissance n moins 1, epsilon, et normalement la suite. Et la puissance d'epsilon, elle augmente. C'est le principe du binôme de Newton. Alors que celle de x décrémente. Mais du coup, après, epsilon, il va devenir au carré. Sauf que quand c'est au carré, ça égale à 0. Du coup, ça disparaît. Et toutes les puissances supérieures disparaissent aussi. Donc en fait, si je fais mon développement via ma formule du binôme de Newton, en fait, je tombe juste sur ça et c'est tout. Ok, bon, soit. Ok. Mais est-ce qu'on note pas quelque chose là? Ça là, c'est quoi ça? Est-ce que par hasard, est-ce que ça serait pas quand même la dérivée de x puissance n? Attends. Est-ce que tu serais pas en train de me dire que si je prends une fonction et au lieu de lui donner un x quelconque, je lui mets x plus epsilon, le chiffre que je trouve devant epsilon, donc le chiffre qui se trouve devant ma partie infinitésimale, c'est la dérivée de ma fonction initiale? Non. Ok, ça pourrait marcher pour les nombres polynomiales, je veux bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ah, je veux dire, il y a des sinus, des cosinus, il y a des exponentiels, des logarithmes. Il y a plein de choses dans les maths. Ok, c'est mignon ton joujou, mais ça marche très bien, ok, sur les polynômes. Mais c'est là qu'intervient le théorème de Taylor, et plus particulièrement de Maclaurin. Alors le théorème de Taylor, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà c'est complexe. Je vais vous larguer. Mais globalement, ce qu'elle dit, c'est que si une fonction elle est dérivable à un voisinage de son point, je pourrais approcher cette fonction via une fonction polynomiale. Je vais étendre mon voisinage et je serai encore capable de m'approcher par une fonction polynomiale. Et en fait, si je vais carrément jusqu'à l'infini, je m'approcherai donc à l'infini de cette fonction, donc je deviendrai égal à cette fonction en tout point. Et donc, je serai capable de faire une équivalence entre une fonction qui n'est pas une fonction polynomiale et une fonction polynomiale. Et ça, c'est ce qu'a fait Maclaurin. Il a fait le tableau qui est littéralement ici, comme vous pouvez le voir, où il exprime pour chaque fonction mathématique une correspondance à l'infini via une fonction polynomiale. Et en quoi ça nous sert tout ça?
Eh bien, ce qui est génial, c'est que ça va à l'infini, du coup, avec des puissances qui augmentent. Sauf que du coup, c'est là que le petit epsilon arrive. Epsilon au carré, eh ben, c'est égal à 0. Et tout ce qui est au-dessus également. Du coup, en fait, ça simplifie énormément tous ces calculs. Et du coup, je vais vous prendre quelques exemples. Imaginons que je fais ln de x plus epsilon. Je vais mettre mon x en facteur. Donc, c'est comme si j'avais ln de x fois 1 plus 1 sur x epsilon. Vous connaissez sûrement la fonction ln, le logarithme des périens. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, au final, ça devient ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x epsilon. Regardons le tableau de Maclaurin. ln de 1 plus un x quelconque, c'est égal à une somme de ça. Sauf que du coup, moi, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter extrêmement vite. Regardons pour 1 ce que ça vaut. n égale 1. Bon, bah, si n égale 1, bon, bah, le dénominateur dégage, il n'y a plus de fraction, ça fait 1. OK. Moins 1 puissance 1 plus 1, donc c'est-à-dire moins 1 au carré, bon, bah, ça fait 1. Bon, bah, au final, toute la fraction, elle disparaît. Au final, je me retrouve avec un x puissance 1. Bon. Et si j'essaye d'aller au 2, je vais arriver à un x puissance 2. Ça va être mon epsilon puissance 2. Epsilon puissance 2, c'est 0, ça dégage. Donc au final, si je fais ln de 1 plus x, eh ben, ça me ramène à x, tout simplement. Eh bien, ma fonction devient ln de x plus, eh bien, ici j'ai 1 plus, et ça, là, toute cette expression-là, 1 sur x epsilon, eh ben, ça devient, c'est mon x, du coup, ça devient tout simplement plus 1 sur x fois epsilon. Et là, vous vous redites à nouveau, hop, 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 1 sur x. Est-ce que ce serait pas la dérivée de ln? Le logarithme népérien, sa dérivée, ce serait pas 1 sur x par le plus grand des hasards? Eh ben si. Ok, vous voulez peut-être quelque chose un peu plus hardcore, parce que là, vous vous dites, Liane, t'es mignon. Alors là, je le fais juste pour votre culture, hein, qu'on soit clair, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça. Hein. Regardons sin de x. Bon, eh ben sin de x, je peux l'approcher de cette façon-là. Ok, bon, et ben alors c'est parti. Sin de x plus epsilon, c'est égal à la somme de 0 à l'infini de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 fois eh ben, x plus epsilon puissance 2n plus 1. Bon. Mais nous, tout à l'heure, on est d'accord. On a vu que x plus epsilon puissance n, c'était égal à x puissance n plus n fois x puissance n moins 1 epsilon. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais développer tout ce bordel-là, toute cette sommation-là. Je vais la multiplier par n de x, donc c'est clac. Je vais bien avoir cette partie-là. Là. Et je vais rajouter ce bordel-là sur ce membre-là. Et donc, ça va me donner ceci. Vous voyez que là, j'ai repris exactement mon expression. Simplement ici, j'ai récupéré mon x. Et ici, j'ai descendu la puissance, je l'ai descendu ici en mode multiplication. Et j'ai baissé ma puissance de 1. Mais qu'est-ce que je constate en fait? Ça, là, cette partie-là, bah, au final, c'est la partie du sinus de x. Donc ça, c'est sinus de x. OK. Là, j'ai un factoriel de 2n plus 1. Et je multiplie par 2n plus 1. Bah, naturellement, ça va s'annuler. Et du coup, je vais me retrouver avec un factoriel de 2n. Donc au final, cette expression-là qui est compliquée, là, bah, au final, ça devient sin de x. Et au final, ici, bah, ça devient tout simplement la somme de n vers l'infini de moins 1 puissance n sur 2n factoriel x puissance 2n epsilon. Mais attends, là, je regarde encore mon tableau, là, ça, là. Mais c'est la définition même du cosinus. Et oui. Et donc là, c'est en fait tout simplement que c'est égal à sinus de x plus cosinus de x alpha, x epsilon. Et là, vous savez ce que je vais dire. Hein. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le cosinus ne serait pas la dérivée du sinus par hasard? Évidemment, là je vous ai peut-être largué, j'ai fait des maths, vous voulez vérifier, vous voulez juste passer du bon temps sur cette vidéo. Ne vous prenez pas la tête, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Ce que je veux vous montrer, c'est juste que ça ne marche pas que sur les expressions polynomiales. En fait, la plupart des fonctions mathématiques sont capables d'être exprimées par une fonction polynomiale à l'infini, sauf que justement, en fait, l'epsilon nous permet de nous abstraire de cet infini. Et au passage, quand on devra appliquer un sinus d'un nombre duo,
on ne fera évidemment pas de sommation à l'infini. On dira que sa partie réelle est égale au sinus de sa partie réelle et que sa partie duale, eh bien, ce sera tout simplement le cosinus de sa partie réelle fois la partie duale, évidemment. Mais comment ça se fait? Ben, si on regarde un peu la forme, on se rend compte que f de x plus epsilon, c'est égal à f de x plus f', donc la dérivée de f de x, fois epsilon. Donc bon, on passe le f de x de l'autre côté. Hein. C'est comme dire que f' de x fois epsilon est égal à f de x plus epsilon moins f de x. Et donc on ne va pas le faire, je précise, il nous est impossible de diviser par epsilon seul. Ça nous est interdit par définition, puisqu'on s'est dit que epsilon au carré est égal à 0 si je suis capable de diviser par epsilon seul. Alors ça voudrait dire qu'epsilon est égal à 0, ce qui est faux puisqu'on a dit qu'epsilon, en termes d'axiome, ce n'est pas 0. Du coup, ça irait à l'encontre de notre axiome et donc ne peut pas diviser par epsilon. Mais, alors déjà vous avez vu que les maths et les règles, bon bah voilà, mais allez-y juste pour imaginer ce qui se passerait, on imagine, on le fait pas, c'est pas un chiffre, hein. Epsilon c'est pas un chiffre, c'est un symbole dual comme i, ça vaut quelque chose, mais ce n'est pas un nombre à proprement parler, c'est une unité imaginaire, et ben là c'est pareil, epsilon c'est l'unité infinitésimale, c'est l'unité duale. Du coup, là si je regarde, epsilon c'est quelque chose d'infinitésimal, et on est en train de faire f de x plus epsilon moins f de x, le tout sur x, sur epsilon. Est-ce que cela nous rappellerait pas quelque chose vaguement là? Ça nous rappelle quand même grandement la définition de la dérivée, oui. Alors vous allez me dire, bah du coup en fait c'est la même chose, tu nous ajustes, c'est un jeu d'écriture. En fait là tout ce que tu nous apprends dans ta vidéo c'est de l'esbrouf, c'est n'importe quoi. Non, sinon je ne serais pas émerveillée, je ne trouverais pas ça fou. C'est pas juste un jeu d'écriture. Il faut bien comprendre que la grande différence, c'est que avant h, c'était un nombre. C'était vraiment un nombre. C'était quelque chose qu'on allait essayer de prendre très petit et on allait diviser avec et on allait faire des calculs avec. Là, epsilon, je le répète, ce n'est pas un nombre, c'est l'unité duale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en informatique, quand on va vouloir le représenter, ça va être deux variables en fait. Là, par exemple, j'ai fait une implémentation d'une classe qu'on appelle dual number. J'ai tout simplement deux variables privées qui sont une partie réelle et une partie duale. J'ai un constructeur tout bête. Et puis ensuite, moi, je vais implémenter mes méthodes. Par exemple, je vais faire un add où je vais dire je vais surcharger l'opérateur plus. Et globalement, je vais dire l'addition de deux nombres duaux, c'est tout simplement l'addition de leur partie réelle et de leur partie duale. La multiplication, on a vu, c'est un peu plus compliqué, c'est la multiplication de leur partie réelle et un produit croisé. C'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, là-dessus, il faut bien comprendre que je vais manipuler deux variables qui n'ont rien à voir entre elles et en aucun cas, moi, je vais faire des calculs, contrairement à tout à l'heure où je faisais avec mon h. Moi, je faisais des calculs. Là, il faut bien comprendre que informatiquement parlant, parce que c'est bien beau les maths, mais pour qu'il y ait une influence concrète, il faut bien que je puisse le modéliser en informatique. Et bien là, j'implémente les opérations des nombres duaux et après, en fait, quand je vais faire les opérations, je vais juste manipuler les nombres duaux et j'aurai juste à regarder à la fin la partie duale, c'est-à-dire la variable qui s'appelle dual, et j'aurai automatiquement la dérivée en ce point. Parce que ce gradient, moi, je vais le propager sur mes différents poids. Ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement le calcul de la dérivée en tout point, c'est par rapport au point où je suis. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire les calculs et d'avoir un résultat à la fin. Et ce résultat, ce chiffre-là, ce nombre-là, je vais le trouver facilement dans la partie dual point. Et je n'ai pas à faire de limite, je n'ai pas à faire deux fois un calcul, deux fois le calcul de ma fonction f. J'exécute une seule fois ma fonction f, mais je le fais sur un nombre dual au lieu que ce soit un nombre tout court. Là, tu me dis, ok, j'accepte. J'accepte. Ce n'est pas juste un jeu d'écriture. Tu as vraiment séparé, tu as rajouté deux notions bien séparées qui constituent un nombre. Un nombre, ce n'est plus juste un réel, c'est un réel plus une partie duale. Tu surcharges les comportements des fonctions de base de mathématiques pour appliquer les mathématiques des nombres duaux.
Mais objectivement, est-ce que ça aurait pas été plus simple de fournir les correspondances des dérivées des fonctions usuelles? Je veux dire, la dérivée d'une puissance d'un x puissance n, on la connaît, on sait le faire. Il y a des tableaux, c'est des tableaux même qu'on donne aux lycéens. C'est voilà, la dérivée de u et v, c'est u'v plus v'u. Bon, on a pareil pour les divisions, on a pareil pour les exponentielles, les cosinus. On peut donner, voilà, on a une table de correspondance pour dire bah, telle fonction, elle s'exprime de cette façon-là. Et on essaye de bah, tout simplement d'en déduire la fonction dérivée. Bah, ça voudrait dire que c'est quelque chose d'itératif. Si j'ai une fonction extrêmement compliquée, où on a des exponentielles de sinus de x au carré plus x fois cosinus de x, le tout divisé par x au carré ipse cube, moins logarithme de 10 de 1 tiers de x, et bah, bon courage. Parce qu'il va falloir le faire en respectant le bon chaînage, les bonnes règles de priorité, ne pas du tout se tromper et surtout, en fait, même évidemment, les règles, on va les appliquer une bonne fois pour toutes, mais c'est surtout, ça sera itératif. On va d'abord faire l'exponentielle, donc on va d'abord, dans l'exponentielle, on va devoir s'occuper de la fraction, la multiplication, les logarithmes, etc. Enfin voilà, va falloir les prendre dans les bons ordres, appliquer les règles, et ainsi de suite. Ça va faire un sacré arbre de décision, un arbre de calcul, et c'est coûteux, quoi. C'est transcrire. En fait, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est faire une analyse de la fonction. Vous allez voir, en fait, vous allez modéliser l'arbre de votre fonction, et vous allez changer les opérateurs via votre tableau de correspondance pour y faire ensuite appliquer la correspondance en dérivée. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Vous allez faire l'exercice une fois et on va y arriver. Oui, mais en fait, il va falloir faire plusieurs étapes. Et donc, bah, c'est ça le problème en fait. Il va falloir faire plusieurs étapes. Mais pourquoi il faut faire plusieurs étapes? On pourrait juste implémenter dans les nombres duaux, comme je viens de le faire, ces règles-là. Là, là, j'ai appliqué l'addition, la multiplication. Et là, j'ai juste à enrichir cette classe-là. D'ailleurs, cette classe-là, spoiler alerte, elle existe déjà dans des librairies, etc. hein. La gestion des nombres duaux, ça existe. C'est déjà tout fait pour vous. Mais voilà, c'était juste pour illustrer. Moi, je vais faire ce travail, effectivement, je vais faire cette correspondance, mais pour les nombres duaux. Je vais lui dire que l'addition, ça s'additionne comme ça. Une multiplication, ça se multiplie comme ça. Si j'applique un sinus sur un nombre dual, eh ben, ça s'applique comme ça. Je prends tout simplement, je génère un nouveau nombre dual où la partie réelle, c'est le sinus, et la partie duale, c'est le cosinus de la partie réelle fois la partie duale. Oui, spoiler alerte, je n'utilise pas les sommations infinies. Évidemment que non. Évidemment que j'utilise les correspondances dérivées, mais je les utilise dans les opérations des nombres duals. Et là, vous allez dire, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, en aucun cas, je n'ai besoin de connaître les règles de dérivation. En aucun cas, j'ai besoin de traduire ma fonction, de faire de la transcription de fonction, de l'analyser. J'en ai pas besoin. Je prends ma fonction et je lui donne en entrée un nombre dual et je laisse les maths faire. Et ça me donne un résultat et je n'aurai qu'à regarder la partie duale pour avoir ma valeur. Si elle est positive, négative, et donc savoir s'il faut que je descende mon gradient ou que je le monte. C'est tout. En résumé, les nombres duaux permettent de faire ce qu'on appelle de la dérivation automatique, qui est plus performante, plus précise. En fait, c'est même pas précis, c'est exact. Sans avoir à connaître les règles de dérivation, sans avoir à analyser la fonction. La fonction, ça peut être n'importe quoi derrière. Si ma classe des nombres duaux a bien transcrit toutes les opérations mathématiques qui peuvent arriver dans ma fonction de calcul de coût ou de score, je n'ai pas à m'en soucier, je laisse faire les maths. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans nos ordinateurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui est présent dans des librairies d'IA comme TensorFlow ou encore PyTorch.
Ce n'est pas juste un délire, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé et c'est comme ça que votre ordinateur fait une dérivée exacte. Et le pire, c'est que ça n'a aucun fondement logique. C'est juste un gars. C'est juste un. Alors, je suis volontairement provocateur dans cette phrase. On a rajouté des axiomes et on est parti sur une extension, sur une partie, un nouveau pan des mâles avec ses contraintes et ses évolutions propres. Mais enfin, notre axiome de départ, c'est quand même de se dire qu'il existe un nombre epsilon, qu'il existe une unité epsilon, que epsilon au carré c'est égal à 0, et que epsilon lui-même n'est pas égal à 0. Ce qui va à l'encontre de toute logique. Mais on a défini ça, on l'accepte comme tel, et effectivement, du moment qu'on accepte ces axiomes, tout ce qui suit est logique. C'est cohérent, logique, etc. Conceptuellement, ça se démontre, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est étonnant, c'est comme les nombres complexes. On se dit que un nombre au carré, donc un nombre multiplié par lui-même, c'est négatif. Et on s'extrait du nombre réel et on rajoute une nouvelle couche, on rajoute une surcouche en l'occurrence. Mais moi, ce que je trouve excellent, c'est parce que on se dit, il y a des limitations. Et imaginons que je vais dire que je passe outre et je vais voir ce que ça donne. Et j'arrive à développer tout un champ incroyable et qui arrive finalement à faire en sorte qu'on arrive à développer des intelligences artificielles. Et là encore, je parle uniquement d'intelligence artificielle parce que je suis une chaîne d'informatique et que l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose à la mode. Mais comme je dis, les dérivations, ça s'utilise de partout. En physique, en astronomie, c'est en mathématiques, donc tout ce qui est. Enfin, la dérivée, même, on peut même l'utiliser en économie pour faire des statistiques et autres et des prédictions. On utilise aussi des dérivés. Donc, c'est quelque chose de fondamental qu'on a implémenté grâce à un truc où on dit que epsilon n'est pas égal à 0, mais son carré est égal à 0, ce qui est à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Mais on va outre, on se dit, on se met cette contrainte, on se prend cet axiome, on le considère comme vrai, et qu'est-ce qui nous arrive? Donc oui, on ne manipule plus des nombres réels. Oui, maintenant, on va manipuler des nombres qui ont une partie réelle et une partie duale. Ok, ok, et continuons, progressons. Est-ce que j'arrive à en tirer quelque chose, etc. Et oui, on arrive à en tirer quelque chose. C'est ça qui me fascine avec les maths, C'est quelque chose de. Mais bon, j'ai déjà assez palabré, je pense. Mais voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je suis. C'est fou, C'est fou. On se dit, on va toujours plus loin. Et au final, à ne pas intégrer ça dans votre éducation, mais à transgresser les règles, parfois, ça a du bon. Bon, allez, sur ce, passez à tous une bien bonne journée. J'espère que, bon, outre la partie concrète où j'ai vraiment parlé maths et je vous ai montré un peu des trucs où j'ai potentiellement pu vous larguer. Et puis, évidemment, je fais de la vulgarisation, donc c'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus complexe que ça. Les descentes de gradient, les exemples que je vous ai pris, c'est sur une variable et c'est des fonctions extrêmement simples. C'était x carré. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, je fais de la vulgarisation. Le but aussi, c'était de vous divertir. J'espère que cela vous a diverti. Sur ce, passez une bonne journée.